Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents après cette coupure estivale. Nous nous retrouvons toujours en webinaire dans cette période et puis aussi pour faciliter et faire que les gens débutant aux différents endroits, il y a aussi un avantage à être en distanciel. Donc ici, c'est la 5e séance d'un séminaire qui s'appelle donc Face à la pandémie des choix de société, qui est organisé par la Fondation Gabriel Péri et Silo. Silo, qui est le média numérique dédié aux pensées critiques, créé par la Fondation Gabriel Péri, la revue La Pensée et les éditions sociales. Donc, ce séminaire vise à prolonger les réflexions entamées dans le webzine de Silo, Silo Mag, mis en ligne en 2020. Je ne sais pas si vous allez voir voilà, la couverture. Donc, qui visait à interroger un peu la nature de la crise sanitaire que nous vivons, ses conséquences immédiates et à plus long terme, et aussi les alternatives envisageables. Vraiment, la question des choix possibles était un enjeu important. Et donc, de ce webinaire, je vous ai dit qu'on nous en sommes à la 5e séance. Donc, pour aller très rapidement, la première était sur les vaccins. On s'interrogeait sur les conséquences de l'appréhender en termes de marchandises ou de biens communs. Dans une seconde séance, on s'est interrogé sur comment la science et la connaissance sont confrontées à l'épreuve du doute dans notre époque et le renforcement dans cette période de crise sanitaire. La troisième était consacrée aux politiques, macroéconomie et aux réorientations en cours qui vont des fois un peu à l'encontre de la doxa tout en ne changeant pas fondamentalement les choses. Et la quatrième était sur le travail en temps de crise. Toutes ces vidéos sont sur la chaîne YouTube de la Fondation ou sur les sites de la Fondation Gabriel Péri et de Silo. Donc aujourd'hui, en cette période de rentrée scolaire, après 18 mois de pandémie et de recul sur les différentes phases de la crise, il nous est paru important de faire un point sur l'éducation du primaire au supérieur, en passant un peu par le périscolaire. Quelles mesures ont été proposées par le gouvernement pour permettre à l'école de faire face à cette crise? Ont-elles ou sont-elles à la hauteur? Ont-elles accentué la transformation néolibérale de l'école qui était déjà en œuvre avant la crise? Quelles sont les conséquences sociales et pédagogiques de cette crise et des transformations en cours? Quels sont les besoins qui ont été mis en avant dans cette période? Et quels sont les autres choix envisageables et souhaitables? C'est un certain nombre de ces questions que nos 3 intervenants, que je remercie, vont essayer de répondre ce soir. Donc, par ordre alphabétique, d'abord, bonjour Stéphane Bonnery. Donc professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, rattaché au centre interdisciplinaire de recherche culture, éducation, formation, travail dans l'équipe École, éducation et scolarisation, et qui a dirigé donc avec Étienne Doual l'ouvrage collectif Éducation au temps du coronavirus, disponible donc à la dispute, qui a été publié en 2020. On vous mettra les liens et les 2 autres intervenants sont aussi des contributeurs de cet ouvrage collectif. Il est aussi donc contributeur d'Antilog-Mag 11. Il nous avait fait un article justement sur l'école publique et sur le fait que le Covid n'était pas une parenthèse, mais un tournant pour l'école publique. Merci d'être là. Laurent Fragerman, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, professeur agrégé d'histoire, spécialiste de l'engagement enseignant au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et donc auteur dans cet ouvrage précité d'une réflexion sur les nouveaux modes de management imposés aux enseignants. Merci aussi d'être parmi nous. Et Gaëlle Henri Panabière, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Paris, rattachée au Centre de recherche sur les liens sociaux. Vous étudiez notamment les rapports entre socialisation familiale et scolaire et vous vous intéressez, un de vos termes de recherche en cours concerne le parcours des étudiants et leurs pratiques de travail à l'université et ailleurs. Et donc, dans cet ouvrage collectif, vous signez un des articles consacrés à l'enseignement supérieur. Donc, nous allons commencer par vous et je vais vous laisser la parole pour que vous nous fassiez le point sur la situation dans l'enseignement supérieur en utilisant notamment les enquêtes que vous avez dirigées. Merci beaucoup. Je vais vous faire une présentation assez rapide en 5 points, en commençant tout d'abord par un petit rappel sur le contexte de mars 2020 qui était un peu le temps fort en tout cas le début de ce qu'on connaît actuellement de crise pandémique. Alors, il y a eu effectivement à cette époque-là la fermeture des universités qui n'ont quand même rouvert que 6 mois plus tard, à la rentrée et encore partiellement. Et à cette occasion-là, le contact a été perdu entre étudiants et enseignants, entre étudiants eux-mêmes, entre enseignants,
avec le personnel administratif et technique, etc., enfin, comme dans d'autres domaines, comme dans d'autres sphères d'activité. Alors, pour parler plus du bout de la lorgnette que j'ai directement expérimenté, les enseignants-chercheurs, mes collègues, nous avons éprouvé et manifesté assez rapidement des difficultés à garder le contact avec nos étudiants. Et puis, il y avait un certain nombre de questions qui revenaient sur les conditions dans lesquelles nos étudiants pouvaient rester étudiants, ou en tout cas continuer à suivre au moins partiellement nos cours. Et c'est ce qui explique certainement la floraison d'un certain nombre d'enquêtes, notamment par questionnaires, qui ont rapidement été rendus publics, qui ont été diffusés dans les réseaux entre mars et mai 2020. Il y a eu une dizaine d'initiatives parallèles ou concertées. Certains questionnaires ont été partagés, et dans toute la France, ailleurs aussi, mais pour parler de la France, en tout cas, si on veut tracer des grands axes de Caen à Aix-en-Provence, de Montpellier à Nancy, en passant par Grenoble et Paris, ou région parisienne, le centre de Paris, mais aussi la périphérie. Dans le même temps, il y a eu aussi une série d'enquêtes plus précises sur des effectifs plus réduits qui ont été menées par entretien la plupart du temps. C'est le cas d'une enquête qui a également, dont Stéphane Vaquero et Mathias Millien ont rendu compte dans l'ouvrage collectif que vous avez cité tout à l'heure. Donc des entretiens individuels et collectifs centrés sur le travail universitaire. Il y a eu une série d'autres initiatives menées, notamment une à laquelle j'ai pu participer avec Étienne Doigt, Géraldine Bois et Marianne Voulverne. Alors plus sur les temps des espaces du quotidien, moins sur des étudiants, puisqu'il y avait une partie de nos enquêtés qui étaient des étudiants, mais une toute petite partie seulement. Voilà, mais c'était surtout des personnes d'âge, de position sociale très variées et vivant dans des logements assez différents. Alors, je parlerai aussi rapidement de quelques enquêtes qui ont été menées après coup, après le premier confinement, donc juste après ou pendant même le deuxième confinement sur les étudiants, qui apportent des éléments supplémentaires. Donc, je les évoquerai. Alors, toujours dans ce premier point pour le contexte, à vue d'un petit peu plus haut ou peut-être même d'un peu plus loin, on peut parler de la fameuse injonction ministérielle, alors avec plusieurs ministères, que ce soit l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, la fameuse injonction à la continuité pédagogique. Alors, dans le supérieur, ce qu'on peut dire, c'est que cette injonction, quelque part, elle faisait écho à une certaine conception de la pédagogie universitaire, celle qui est mise en avant institutionnellement, qui est généralement accolée à la notion d'innovation, des projets d'innovation pédagogique. Bien sûr, on peut penser à un certain nombre de financements par projet encouragés sur certaines, depuis un moment déjà, les MOOC, différentes modalités de mise à distance des enseignements qui étaient fortement encouragées. Alors, en général, pour la pédagogie universitaire et puis en particulier pour la pédagogie innovante, on a affaire à des dispositifs qui tiennent assez rarement compte des spécificités disciplinaires enseignées, ni du caractère vivant des savoirs qui se transmettent à l'université. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je vais en venir à mon deuxième point, qui concerne une première série de résultats convergents dans les différentes enquêtes que j'ai citées précédemment, qui portent sur le rôle des relations interpersonnelles dans la transmission des savoirs. Alors, les enquêtes que j'évoquais tout à l'heure, les enquêtes par questionnaire qui ont été rapidement publiées en mars, au printemps 2020, elles ont souvent souligné le paradoxe qui consiste à enquêter en ligne, avec des questionnaires en ligne, donc sur les conditions de connexion, donc auprès d'étudiants, des enquêtes qui ne prenaient pas en compte finalement les étudiants les plus mal équipés qui ne pouvaient donc même pas répondre à ce questionnaire-là. Au-delà de la question des inégalités d'équipement sur lesquelles je reviendrai bientôt, ça révèle par la négative un lien intéressant entre conditions d'enquête et conditions d'enseignement. Il est difficile de parler d'enseignement sans relation. Déposer des savoirs dans une bibliothèque ou sur une plateforme numérique ne suffit pas à garantir leur appropriation par l'ensemble de ceux qui auraient accès à ces plateformes ou bibliothèques. On peut le lire dans les différentes enquêtes du printemps 2020, quand on constate, par exemple, qu'au niveau des enquêtes elles-mêmes, c'est lorsque les relations sont fondées sur l'interconnaissance plutôt que sur l'anonymat, qu'elles enrôlent le plus efficacement les étudiants, que ce soit dans les enquêtes, pour participer aux enquêtes, ou qu'il s'agisse de les enrôler dans les enseignements.
Alors, statistiquement, ça se voit très bien hein, que les étudiants qui ont le plus répondu aux différents questionnaires, et c'est ceux qui étaient sollicités pour le faire par les personnes qu'ils connaissaient directement, hein, le taux de réponse était beaucoup plus faible quand ils étaient sollicités par des instances abstraites hein, et anonymes. De la même manière, on a pu constater en posant la question directement hein, que c'est d'abord avec leurs enseignants de cours à effectif réduit que les étudiants ont gardé le contact pendant le confinement plutôt qu'avec leurs enseignants de cours magistraux. Dans les entretiens, pour prolonger hein, ces réflexions, dans les entretiens qui ont été menés pendant le premier confinement et analysés donc, par Stéphane Baquero et Mathias Millet, on voit bien aussi que c'est par l'échange et le travail en équipe hein, que les savoirs se transmettent vraiment. Ils expliquent notamment hein, qu'en temps normal, c'est-à-dire avant la pandémie, les textes ou les méthodes de travail et de recherche sont contextualisés, discutés, expliqués, critiqués dans les cours. Et les étudiants, même ceux qui pouvaient rester habituellement silencieux en TD, ils ont tous dit pendant l'enquête, pendant le confinement, à quel point ils s'étaient retrouvés placés face à des textes qu'ils trouvaient désincarnés, alors qu'ils pouvaient les comprendre habituellement quand ils les travaillaient en cours. Ils se sont retrouvés d'une certaine manière hein, face à des éléments de savoir diffusés en ligne qui devenaient des objets plats, silencieux, morts, des documents qui ne faisaient plus sens sans les interactions et que même certains déclaraient ne plus consulter. En creux, ces entretiens sur cette période anormale, ils ont montré la part des apprentissages aussi qui se font habituellement de manière pratique, c'est-à-dire pas de manière théorique, des apprentissages qui se font par voie faire ou y dire, comment on lit un texte, comment on critique un argument, comment on s'en sert. La distanciation pédagogique hein, qui a été mise en place à cette époque-là, hein, elle est vraiment porteuse d'un réel risque d'éloignement de certains étudiants vis-à-vis des savoirs et des savoir-faire. Et encore ici, on parle que d'étudiants qui sont susceptibles de recevoir ces savoirs chez eux et d'y consacrer du temps. Or, sur ces questions, les constats des enquêtes ont été assez clairs et tranchés. C'est le troisième point que je voulais aborder maintenant. L'ensemble des travaux sur le confinement et les étudiants pendant cette période-là ont montré, pas seulement sur les étudiants, mais comment cette expérience-là a creusé les inégalités, qu'il s'agisse des inégalités de classe ou des inégalités de genre. On le voit dans un certain nombre d'ouvrages hein, qui sont sortis suite à ces enquêtes, comme l'explosion des inégalités où personne ne bouge. Alors, il y a des inégalités d'accès hein, qui concernent les étudiants en particulier. Les conditions, on peut penser bien sûr aux conditions de connexion, etc. Hein, les conditions de matériel, alors que ce soit les conditions de production ou les conditions de suivi des cours à distance, c'est à peu près la seule dimension qui a été à peu près prise en compte par les pouvoirs publics ou les universités à notre échelle, hein, où il y a eu un certain nombre de licences Zoom, hein, pour citer celle-ci, de clés 4G qui ont pu être prêtées, de matériel, etc. Alors c'est nécessaire, hein, mais bien sûr pas suffisant, même si, bien sûr, on a pu constater hein, ces inégalités de connexion. Ce sont clairement, on le voit, hein, les universités accueillant les publics les plus populaires où les difficultés de connexion ont été le plus souvent signalées, le manque de matériel adapté. C'est également parmi les étudiants boursiers hein, qu'on a pu le plus souvent voir déclarer l'absence d'équipement informatique individuel, des gros soucis de connexion, notamment de connexion qui permettent le téléchargement de documents conséquents, etc. Alors ça, c'est des inégalités assez criantes qui ont été assez traitées médiatiquement. Il y en a d'autres hein, qui se cachent derrière celles-ci et qui ont été, pour le coup, beaucoup moins mises en avant. On peut parler de formes d'inégalité en termes de disponibilité. En fait, les questionnaires adressés aux étudiants pendant le confinement confirment d'importantes inégalités de ce point de vue-là. Certains étudiants ont pu déclarer gagner du temps, notamment du temps de transport, avec la mise à distance des cours. Mais à l'inverse, pour d'autres, le confinement a signifié une vraie perte de disponibilité pour leurs études, car ils ont eu affaire à de nouvelles charges domestiques et familiales. C'est particulièrement le cas d'aînés qui ont pris en main l'encadrement scolaire, l'école à la maison hein, de leurs cadets, situations qui sont plus fréquentes en milieu populaire qu'ailleurs. On le voit très bien en comparant les réponses des différentes universités ou quand on regarde de plus près ce que vivent les étudiants boursiers. Il y a aussi des inégalités de genre hein, qu'on va retrouver et que la plupart des enquêtes sur le confinement ont pu mettre en avant. De nombreux étudiants, en tout cas, se sont vus sollicités pour d'autres obligations, hein, pas seulement s'occuper des cadets, les tâches ménagères, les services à rendre à d'autres membres de la famille, hein, même aux grands-parents.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a disparu pendant cette période-là, avec la mise à distance des cours, c'est leur emploi du temps de cours. Hein. Il est très rare que leur cours ait lieu de manière simultanée. Et puis, le cadre, le fait de devoir se rendre en cours, hein, c'est quelque chose qui a disparu et ça a fait quelque part disparaître les contraintes visibles d'études. Et c'est le quatrième point sur lequel je voudrais revenir ici, parce que c'est bien ça qui a disparu avec la fermeture des universités lors du premier confinement, un cadre concret pour travailler, des salles de cours, des bibliothèques universitaires et même les médiathèques qui ont fermé à cette époque-là. Et puis, donc, comme je vous disais, pour beaucoup, ce qui a disparu aussi, c'est leur emploi du temps, hein, puisque les cours étaient quand même assez fréquemment des cours en simultané, davantage des cours en asynchrone, comme on dit maintenant, qu'on a appris à le dire. Et cela n'était pas toujours facile à suivre d'ailleurs hein, pour les étudiants qui ne vivaient pas toujours dans des conditions favorisant l'écoute attentive de cela en ayant des parents en télétravail, etc. Pour nombre d'étudiants, en fait, ce cadre universitaire hein, qui s'est fermé, c'était la condition de leur concentration. Les entretiens le montrent bien, hein, de même que les réponses ouvertes de certains questionnaires qui font référence à d'importantes difficultés dans ce domaine. Par exemple, le manque de silence est pointé dans certains commentaires. Une étudiante qui dit « La plupart des membres de ma famille étant en télétravail, il y a un bruit permanent, constant. Je rêve de silence. » Le confinement a aussi rendu impossible le recours à des espaces dédiés au travail hors du logement. Un étudiant qui dit hein, « Puisque je ne peux travailler que dans une pièce commune, j'ai plus de mal à me concentrer. Avant, je restais à l'université ou j'allais dans les bibliothèques pour avoir cette concentration. » Les activités familiales communes peuvent également venir empiéter spatialement et temporellement sur le travail universitaire. Un étudiant dit ainsi « Je n'ai ni espace de travail ni chambre, je dors au salon sur un canapé. » Il y a beaucoup d'étudiants qui sont revenus vivre chez leurs parents hein, dans ce cadre-là. « Je suis souvent sollicité par ma famille qui ne réalise pas que j'ai d'autres responsabilités et cela crée des tensions. » On a souvent parlé des cas de solitude d'étudiants, mais assez peu en fait de cas d'inverse de solitude, de manque de calme. Donc, on voit hein, ce qui ressort des entretiens comme des réponses ouvertes, hein, des réponses aux questions ouvertes, c'est l'impossibilité de s'isoler et d'isoler son travail universitaire des autres personnes qui sont plus ou moins brillantes, de s'isoler des autres occupations qui peuvent être plus ou moins chronophages et même de s'isoler de certaines préoccupations. Alors, des préoccupations notamment relevant des urgences économiques hein, qui ont été parfois révélées hein, par la perte de revenus causée par ce confinement, mais aussi des préoccupations plus ou moins angoissantes comme la santé des proches, qui est une thématique récurrente hein, des commentaires libres des questionnaires. D'une certaine manière, la distanciation pédagogique a empêché certains étudiants de garder à distance des préoccupations, des occupations qui sont concurrentes à leurs études. Alors, les entretiens, certains entretiens menés vers la fin du premier confinement auprès de personnes différentes, pas seulement d'étudiants, mais en partie aussi d'étudiants, ont fait ressortir, quand on a pu les analyser, on a pu voir vraiment le rôle des habitudes antérieures et des conditions de vie sur la manière dont était vécu le confinement. Et on a pu constater en particulier que le maintien d'un cadre horaire régulier et en particulier un cadre de travail personnel distinct d'un temps de loisir c'était plus fréquent dans les familles les plus proches hein, des logiques scolaires, donc souvent dans les foyers les plus diplômés, en particulier la coupure week-end-semaine, hein, c'était quelque chose qui disparaissait, qui n'était maintenu que dans les familles les plus proches des logiques scolaires. Dernier point que je voudrais présenter, et depuis ce premier confinement, que s'est-il passé? Il y a des enquêtes qui ont permis de voir, par exemple, comment ont été vécues les évaluations de fin de semestre, qui ont montré de très fortes angoisses et insatisfactions des étudiants dans ce domaine. Les étudiants qui parlent d'un vrai décalage entre le cours et les épreuves, hein, des épreuves trop riches par rapport à la quantité de cours qu'ils avaient reçus, ou des modalités d'examen décalées par rapport à ce qui pouvait être vécu en cours, des questions de triche, d'angoisse sur la valeur des diplômes, etc. L'année 2020-2021, hein, il y a eu donc 2 autres confinements et 2 autres mises à distance des cours hein, à l'université.
Bon, on aurait pu se dire qu'avec certains soulagements qu'à l'automne 2020, au moins, les bibliothèques n'étaient plus fermées, donc toutes les médiathèques, donc ça pouvait permettre à nouveau à ce type d'espace. Mais bon, on connaît les conditions de ce maintien d'ouverture avec une nécessité de planification serrée, de prévenir à l'avance, et puis surtout l'impossibilité d'échanger entre étudiants, qui est quand même une grosse perte du point de vue de cela. Alors, si j'en crois deux petites enquêtes menées à des échelles plus réduites, des échelles de département, donc une que j'ai pu mener sur le département de sciences de l'éducation de l'Université de Paris, mais aussi celle de Simon Paye à l'Université de Lorraine. En fait, on a pu constater que ceux qui se sont fait le mieux et le plus vite à ces nouvelles modalités pédagogiques à distance, bon, ce sont ceux que leur socialisation familiale et scolaire a mieux préparée et qui appartiennent en général à des familles plutôt dotées scolairement, qui connaissent aussi les meilleures conditions matérielles. Les cours en synchrone avec du monde qui tourne autour, des étudiants qui doivent se cacher parce qu'il y a du monde qui passe, etc. Dans les pièces communes, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu vivre lors de ces confinements, même si les conditions matérielles, en tout cas de connexion, pouvaient être un peu meilleures dans ce cas-là. Alors, Simon Paye, il constate en particulier que de manière générale, le passage au distanciel, il est vécu par les étudiants comme une dégradation des conditions d'études, par la plupart des collègues enseignants aussi. Il y a une augmentation, il a pu mesurer une augmentation systématique de l'absentéisme, des retards et de l'inattention avec le passage au distanciel. Le reconfinement, donc à l'automne, et les cours à distance ont induit aussi chez nombre d'étudiants un sentiment d'isolement, de solitude et une intensification du travail universitaire pour certains. Il y a aussi les enquêtes POF, du collectif POF, qui ont montré sur les usages sociaux des numériques, qui ont été montées, qui ont permis de montrer un certain nombre de choses, et notamment que certains étudiants, ceux qui éprouvaient le plus de difficultés à travailler pour les cours en distanciel et lors des fermetures d'université, sont les étudiants qui avaient l'habitude de venir travailler à l'université entre les cours ou qui même travaillaient dans d'autres lieux, même des cafés avant la crise sanitaire. Alors tout ça, ça n'augure pas d'enquêtes qui n'ont pas été menées aussi sur des sentiments d'inégalité qui seraient intéressants à mesurer entre étudiants d'université et ceux qui ont pu continuer à aller en cours, comme les étudiants de BTS ou de classes préparatoires ou d'écoles privées, d'art, de journalisme, etc. Voilà, en tout cas, ce seraient des choses qui seraient intéressantes à prendre en compte, puisqu'en tout cas, on a pu vivre un sentiment de considération assez différent selon qu'on était enseignant à l'université ou ailleurs. Et en conclusion, il y avait l'idée de en quoi ça a pu, cette distanciation pédagogique, créer des conditions d'une expérimentation dans l'enseignement supérieur. Bon, je ne reviendrai pas sur l'affaiblissement des collectifs étudiants et enseignants qui sont intervenus et qui ont certainement facilité le passage de la LPR dans un silence quasi religieux. En tout cas, on peut parler maintenant, à l'heure actuelle, de l'ambiguïté des traductions, en tout cas locales, de la circulaire d'août, la circulaire ministérielle, qui parle de la rentrée normale, tout en incitant à conserver les gestes barrières et à tout faire dans la mesure du possible, donc en laissant les responsabilités au niveau local. Quant au risque de généralisation du distanciel, qui sont ultérieurs à ça, sur des risques sérieux, on voit en quoi ça peut aggraver les inégalités d'apprentissage, très clairement. En tout cas, en enseignement à l'université, ça se mesure. Et puis, il porte un risque aussi qui n'est vraiment pas négligeable de transformation des savoirs qui sont à l'université des savoirs vivants et qui pourraient être rendus inertes, pour ne pas dire morts, qui seraient non plus portés par des personnes, mais portés et contrôlés par des plateformes. C'est aussi des questions qui sont assez angoissantes à ce niveau-là. Pour finir, juste sur une anecdote d'expérience personnelle, actuellement, on peut vivre dans mon département des injonctions suite à des problèmes de salle qui sont faites aux enseignants de passer à distance, passer leur cours à distance, passer à distance, en oubliant, en tout cas en omettant qu'à distance, il y a beaucoup moins de connaissances qui passent et il y a aussi beaucoup moins de choses intéressantes qui se passent. C'est un point de vue partagé par d'autres. Merci beaucoup. Bon, on espère un peu quand même que, même si la dernière note n'est pas pleine d'espoir, mais que cette expérimentation devrait freiner un peu les velléités à numériser complètement l'enseignement. Bon.
on pourra revenir dans les questions par la suite. Je vais passer la parole à Laurent Fragerman qui va donc nous faire part de ses travaux sur les transformations managériales qui étaient déjà très importantes avant la pandémie et quels sont un peu, qu'est-ce que le Covid, l'impact du Covid sur ce champ aussi de transformation de l'école. Merci Louise, merci aux organisateurs de ce séminaire. Donc moi, vous l'avez compris, je vais parler plutôt du point de vue du système, de ses acteurs et notamment des enseignants, moins sur les conséquences pédagogiques extrêmement difficiles, effectivement, du confinement, de la crise du Covid. La première chose, donc, c'est, comme l'a dit Louise, ça fait longtemps qu'il y a un projet managérial et libéral pour l'éducation, qui est un projet global du néolibéralisme. Je n'entre pas dans les détails. Je pense qu'il suffit de voir, par exemple, la dernière intervention du président Macron devant les médaillés des Jeux Olympiques pour avoir une espèce de condensé de cette idéologie à la fois managériale et libérale, où seuls finalement, qu'on peut complètement appliquer à l'école, hein, seuls quelques élèves, enfin quelques personnes intéressent le système sur lequel on va miser, on va chiffrer tout ça. C'est vraiment une idéologie venue de l'entreprise et pour aller très vite, hein, mais je suis quand même obligé de préciser ce cadre, le New Public Management, c'est ça, c'est-à-dire c'est appliquer des recettes venues de l'entreprise, notamment en termes de chiffrage, etc., au système public. Après, de mon point de vue, il faut quand même, moi je suis dans une analyse empirique, c'est-à-dire que bien sûr il y a des projets de ce type-là. En fait, ça remonte à Mme Thatcher aux années 1980, mais on est en 2021, hein. Donc ça ne s'est pas mis en place comme en Angleterre, en France. Ça fait des décennies que ce projet existe et qu'il patine ou qu'il avance sur certains points, mais pas du tout sur d'autres. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse et qui m'intéressait avant la crise du Covid. Et justement, au moment où celle-ci est arrivée, notamment le premier confinement, je me suis demandé si ça allait permettre une accélération de la mise en place de ces systèmes ou pas. Donc je me situe aussi dans une perspective socio-historique, c'est-à-dire, voilà, il y a un agenda qui existe depuis longtemps. Alors, pour les questions, pour l'école, que veulent les néolibéraux? Qu'est-ce qu'ils vraiment leur rêve, qui est incarné dans un certain nombre d'autres pays, notamment anglo-saxons? D'abord, c'est vraiment mettre fin au modèle du prof spécialiste qui connaît sa discipline, qui est un vrai professionnel, hein, et pour basculer sur le modèle d'un professeur technicien qui applique des recettes, hein, et qui soit beaucoup plus normé. Donc, quelqu'un de beaucoup plus guidé, ce qui permet d'ailleurs, de ce point de vue-là, d'avoir des gens moins qualifiés, moins formés et moins payés, évidemment. Donc, il y a aussi, c'est la question du statut, essayer de détruire les garanties collectives, le syndicalisme. Deuxièmement, toujours lié à ça, l'aspect managérial, c'est renforcer le pouvoir des chefs, hein, d'une hiérarchie directe, donc chef qui serait autonome. Donc, c'est l'autonomie des chefs d'établissement, pas l'autonomie de l'équipe pédagogique. Et tout cela dans un cadre de dérégulation, hein, l'objectif étant ce que Blanquer fait par petites touches. Il a des fois des grosses touches, hein, dérégulation, marché scolaire en gros, hein, donc pas le même type d'établissement. Et donc effectivement, si on a un recrutement local, comme le souhaite Macron a lancé la campagne des présidentielles sur la question de l'éducation là-dessus, hein, en disant il faut que le recrutement des instituteurs, des professeurs des écoles soit fait par leur directeur. On voit l'idée, c'est évidemment d'arriver au système américain dans lequel, selon l'établissement, selon le quartier dans lequel se situe l'établissement scolaire, on n'aura pas du tout le même type d'enseignant. Voilà, donc c'est un programme assez cohérent, mais qui se heurte à de lourdes contradictions et à des exigences contradictoires. Alors, comment ça... Il y a une figure qui est bien connue, hein, sur la stratégie du choc, c'est Naomi Klein. Naomi Klein avait écrit un livre assez emblématique pour dire finalement le néolibéralisme utilise un certain nombre de chocs pour mettre en avant ses politiques. Bon. Déjà, quand on regarde un peu de près, on se rend compte qu'elle a quelques exemples historiques, mais que beaucoup d'exemples historiques vont dans l'autre sens. Le choc n'est pas forcément en faveur de l'adversaire. J'utilise un terme pas très scientifique, mais voilà, il peut aussi démontrer le besoin, et là on le voit avec le quoi qu'il en coûte, même si c'est orienté en direction des grands groupes, que les grandes fortunes ont augmenté. En même temps, c'est vrai que dans le débat public, Macron n'est pas ultra-libéral actuellement, il est obligé de dépenser des milliards pour sauver l'économie française. Donc le choc a pas forcément dans le mauvais sens. Et
ce qui était frappant, je résume ça à grands traits, hein, c'est l'objectif, mais ce qui est frappant quand on regarde au moment du confinement, c'est l'impossibilité d'appliquer ce choc. C'est-à-dire qu'au contraire, le choc révèle que c'est un programme qui n'est pas adapté à la situation de crise du confinement. Je parle du vrai confinement, hein, pas enfin, vraiment celui le premier. Parce que finalement, d'abord, il y a les outils techniques, notamment le numérique, est censé être vraiment en appui de ce système-là. Par rapport à Thatcher, d'ailleurs, c'est une grande innovation. Hein, on est avec le numérique, on peut vous tracer, hein, si vous faites un cours ou quoi que ce soit. Il y a on peut imaginer être dans une dystopie assez terrible où on va vraiment contrôler, y compris avec des programmes informatiques, le travail des enseignants, des élèves, de tout le monde. Je fais juste une parenthèse. Le fait qu'on numérise les copies de bac, on n'a pas du tout démontré l'intérêt pratique de cela. Au contraire, c'est plus compliqué. C'est souvent au lieu qu'on aille dans son établissement et qu'on récupère son paquet de copies, il faut passer par un système, il faut les numériser, les scanner, ensuite vous les envoyez chez vous. Enfin bref, c'est plus compliqué pratiquement. Et si le ministère le maintient, c'est sans doute parce qu'il y a une envie de travailler sur les copies des élèves, hein, et sur la correction. Hein. Et ça, c'est dans un second temps. Il ne faut pas être complotiste. On verra bien ce qui se passe, mais ça a déjà été avancé dans la presse, hein, et c'est tout à fait probable. Donc, il y a des possibilités techniques aussi avec le numérique qui pourraient aller dans le sens de ce projet néolibéral, sauf que la réalité concrète, c'est des établissements, des ENT, hein, les équipements numériques de travail qui ne fonctionnent pas, un blackout total, donc une grande panne en fait du système. Et donc, rien ne fonctionne. Et quand rien ne fonctionne, et la liaison entre la hiérarchie de terrain, c'est-à-dire les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école, et les rectorats, le ministère, tout explose en vol, bien forcément, qu'est-ce qui va rester? Les acteurs de terrain qui, eux, vont faire tourner la boutique. Dans des circonstances très différentes, on se rend compte que l'historien l'a étudié pour la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait encore tenir le système sous Vichy, c'est le travail des acteurs de terrain. Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. On se retrouve encore avec finalement des enseignants qui prennent leur routine et qui s'adaptent parce qu'ils sont habitués à s'adapter, parce que le matériel ne marche jamais très bien dans un établissement scolaire, ils le savent, ils vivent avec, parce que voilà, ils ne font pas entièrement, on leur demande d'être dans un certain d'outils du système, notamment tel logiciel, tel mail, etc. Mais la plupart, soit avaient déjà leur propre système, leur autonomie professionnelle faisait qu'ils s'organisaient tout seuls, ou alors ils ont vite essayé de réagir pour trouver les moyens d'eux. Donc, un grand blackout, une difficulté de l'administration, quand je parle vraiment centrale, ministérielle, à faire avancer sur les éléments techniques, hein, qui ne sont pas inintéressants. Il y a aussi le fait que au début, on voit dans certains recteurs, certains chefs d'établissement ou certains inspecteurs de l'éducation nationale, il y a une volonté donc vraiment de surveiller, de demander aux agents de rendre des comptes. Hein, on a des inspecteurs au début qui disent aux professeurs des écoles, réunissez-vous dans telle école, vous allez à l'école, hein, au travail, confinement c'est pour les élèves, et vous, toute la semaine, vous allez aller travailler dans votre école. Hein. Ça, c'est cette obsession du contrôle. Ça ne tient pas parce que le confinement est pour tout le monde, donc ils sont obligés de rétro-pédaler. Cela dit, on se rend compte, du point de vue général en sociologie du travail, que beaucoup de hiérarchies, hein, dans tous les domaines professionnels, se sont aperçus que finalement, quand on travaille à domicile, on ne travaille pas moins, dans la plupart des cas, et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir sous son contrôle les salariés pour que ceux-ci travaillent. C'est encore plus vrai dans le cas des enseignants qui, eux, de toute façon, sont sous le regard des parents d'élèves, de leurs élèves. Enfin, il y a d'autres contraintes externes que la simple hiérarchie. Bref, donc ça, tous les objectifs initiaux, la première semaine un peu de mise en place, ont volé en éclats du point de vue des hiérarchies. Ils n'ont pas pu contrôler le travail des profs, ils ne savaient rien de ce qui se passait sur le terrain. Mais ceux-ci ont repris le contact pour l'immense majorité. Alors après, selon des modalités différentes, je ne dis pas d'ailleurs que c'est fantastique, hein, parce qu'il y a un manque de coordination évident. Mais ça se remet en place. Donc, une autre difficulté pour l'administration, pour contrôler, c'est que comme ces outils qu'elle propose ne fonctionnent pas, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas tiré la leçon un an après, hein, ça a recommencé à chaque fois qu'il y a eu un confinement, du coup,
collègues utilisent WhatsApp. Moi, j'étais sur Discord. Alors, c'était des rumeurs m'arrivaient, je recevais des mails, y compris syndicaux, me disant attention, maintenant la hiérarchie de l'éducation nationale interdit d'utiliser Discord. Mes élèves avaient mis en place, moi je suis en lycée, ils avaient mis en place tout un système sur Discord. C'était une avancée dans l'autonomie de travail de ces élèves. Je trouvais ça assez formidable. Et puisque je n'avais de toute façon pas de système concurrent efficace à côté, ils sont bien gentils, mais il faut être pragmatique, on avance. Donc, comment voulez-vous, si vous voulez cadrer le travail enseignant, le contrôler, comment voulez-vous faire quand il s'agit de... Vous pouvez très bien, en tant que hiérarchie, pour être clair, laisser les enseignants utiliser Discord, Zoom ou quoi que ce soit, tout en sachant que ça pose des problèmes juridiques et sur l'utilisation des données, dire... ils improvisent, c'est leur problème. En tant qu'institution, vous ne pouvez pas les forcer à le faire. Vous ne pouvez pas leur envoyer d'une manière réglementaire une instruction officielle leur disant faites-le. Donc, il y avait tous ces aspects-là qu'ils n'ont pas résolus. Alors peut-être qu'ils le feront plus tard, mais qui ne font pas avancer les choses. Si je regarde, le livre était sur le premier confinement, mais la suite, depuis un an, ce qui est assez frappant, c'est que ça n'a pas beaucoup avancé sur le plan technique. Il y a vraiment, au contraire, il y a une vraie difficulté à avoir des outils performants, numériques performants au niveau du ministère. Et donc, on peut avoir un effet d'affichage. C'est pour ça que je prône un certain empirisme. Parce que c'est comme pour l'analyse de l'Union soviétique. On peut analyser l'Union soviétique sous Staline en partant des proclamations de Staline qui annoncent qu'il contrôle tout le monde et que tout le monde est sous... Et puis, on peut aussi, en historien social, regarder ce qui se passe en bas chez les Russes. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, même s'il y a de belles annonces sur le New Public Management, dans la réalité, on a toujours une administration très napoléonienne, très verticale, très bureaucratique, qui a beaucoup de mal à s'adapter au fonctionnement d'une start-up, par exemple, et on a ensuite les enseignants qui ont leur autonomie. Alors, il y a quand même évidemment, donc il y a des stratégies opportunistes de la part du ministère pour essayer de faire passer son agenda. C'est surtout sur l'idée de dérégulation, notamment. C'est vrai que avant le confinement, on a le temps scolaire est cadré et donc le travail enseignant, même s'il y a une part du travail enseignant invisibilisé qui est chez soi, c'est la correction des copies, préparation des cours, mais au moins le cours lui-même, cette partie qui est quand même la plus visible, la plus notable, cette partie-là, elle est cadrée dans un lieu institutionnel, dans l'établissement scolaire, etc. Donc, il y a quelque chose de très cadré. On ne peut pas demander à un enseignant de faire une demi-heure de plus gratuitement que son service. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et c'est vrai que pour le ministère, c'est la question de la continuité pédagogique, ce serait quand même formidable si les enseignants non seulement faisaient des copies, mais en plus faisaient un nombre d'heures démultiplié ou répondaient en permanence aux questions des élèves. Enfin, ça leur plaît bien. De ce point de vue-là, bien sûr, le fait, c'est tout le problème le sens du service public de la grande majorité des enseignants et le fait qu'ils aient fait comme d'habitude, ils se sont adaptés, ils ont fait ce qui... Résultat, ils ont répondu à cette demande immédiate et donc ils ont créé des habitudes. Et ça, les syndicalistes le savaient très bien, c'est un vrai risque que la continuité pédagogique devienne une espèce de dogme contraire au statut et qu'on dise, alors on le voit, c'est pas simplement par en haut, c'est aussi par en bas, notamment du côté des demandes des parents d'élèves. Moi, en tant qu'enseignant, je l'ai pu le vivre avec des parents, leur enfant a un arrêt maladie, qui vient de leur côté en plus, une semaine d'arrêt maladie, c'est pas dans la conception traditionnelle, l'élève s'absente une semaine, il rattrapera avec ses camarades, il s'organisera, on veut bien l'aider, mais voilà, ça passe par perte et profit. Et donc, non, maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu pour ma fille? Est-ce que vous allez faire un enseignement simultané ou je ne sais quoi? Bon, alors, ça fait partie de notre rôle. Nous, on est finalement de doucher un peu. On a un ministre qui explique, qui promet monts et merveilles aux parents, puis ensuite, on leur rappelle les tristes réalités. Mais c'est vrai que là-dessus, sur cette idée-là, il y a une vraie inquiétude sur l'idée d'une pédagogie qui serait, la continuité pédagogique. Ce qu'on voit aussi, alors, je reviens sur un aspect du premier confinement, c'est le fait qu'on a eu une très forte... l'administration a été forcée de collaborer avec les syndicats enseignants.
hein. Alors que vraiment, leur volonté était de ne plus le faire. Ils avaient fait passer une loi très peu de temps avant qui supprimait quasiment les commissions paritaires, le rôle des élus syndicaux. Et donc, il y a vraiment une ligne politique très ferme disant ils espèrent affaiblir les syndicats en diminuant leur place, notamment d'information, de contrôle des mutations, etc. Et donc, évidemment, le but de Blanquer, c'était pas que ça revienne en force au moment du confinement. Mais dans les faits, autant lui, il avait sa communication complètement déconnectée, mais même pas que sur le terrain, au niveau des rectorats, il y a eu des réunions régulières avec les syndicats et il y a eu une vraie volonté de s'appuyer sur eux, y compris donc en rappelant à l'ordre, j'ai une série d'exemples, des chefs d'établissement ou des inspecteurs du premier degré qui auraient été trop loin dans le côté autoritaire, sont rappelés à l'ordre par les rectorats ou les DAZEN, parce que en fait, on a besoin des syndicats pour, dans une situation de crise, c'est un partenaire fiable et on sait que voilà, on peut s'entraider. Donc finalement, ça se passe comme ça en réalité. Là-dessus, ce que je décris dans le bouquin, depuis, on est revenu à la situation d'avant. Il y a même une volonté de revanche, en fait, c'est-à-dire que le ministère, le cabinet de Blanquer ne peut pas accepter cette idée. Et les retours que j'ai des syndicalistes, puisque je travaille sur un syndicalisme enseignant, donc j'ai un certain nombre de retours non officiels, etc., c'est vraiment qu'on voit une différence dans les rectorats et au ministère, entre le pôle, l'administration, qui souhaiterait, qui voit bien qu'elle aurait besoin des syndicats, même pour son propre travail, pour qu'ils soient un peu plus efficaces, ce qui n'est pas, c'est pas rien, et d'un autre côté, une volonté politique très claire de non, 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 le paritarisme, la participation à la gestion des syndicats, on n'en veut pas. Donc là-dessus, il y a une volonté de revanche, voilà, l'histoire n'est pas terminée. La leçon qu'ils tirent de cette histoire du confinement, c'est qu'ils ne sont pas prêts, hein, ça c'est clair, mais ils continuent, et on voit que il y a une brèche. Pour l'instant, statutairement, il n'y a pas de brèche dans les obligations, dans le statut des enseignants, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la réglementation, ce qu'on appelle les ORS, mais on voit la mise en place à cette rentrée dans les lycées d'un plan local d'évaluation, donc c'est à la demande d'un syndicat minoritaire, l'UNSA, le syndicat des enseignants UNSA, qui d'ailleurs hurle parce que le syndicat des enseignants UNSA prône une autonomie démocratique. Alors ils disent on va mettre en place, on va discuter des règles d'évaluation dans chaque établissement, puis ils font semblant d'être surpris, ou ils sont surpris, ce qui est encore pire de mon point de vue, quand évidemment des rectorats, des chefs d'établissement mettent en place quelque chose de très contraignant et décident voilà, que l'évaluation maintenant, c'est eux qui vont en prendre la main dessus. C'est un processus pareil, hein. La question du Covid, c'est un révélateur, parce que sur les processus que j'évoque, c'est des questions qui sont à l'agenda depuis bien longtemps, hein. Mais il est clair que on voit bien, hein, il continue dans cette piste avec ce plan local d'évaluation, mais on est encore dans la réforme incrémentale, hein. Il n'y a pas eu, les statuts ne sont pas touchés pour le moment, et il n'est pas évident que l'opinion publique soit convaincue de la nécessité, voilà. Enfin, donc pour l'instant, on en est là. Alors, je pense qu'il faut que je conclue, hein, je voulais aborder aussi la question des directeurs d'école, mais je ne pense pas que ça soit raisonnable dans le temps qui m'est imparti. Juste pour, ouais, donc à la limite, s'il y a des questions, je reviendrai à la fin. En tout cas, donc pour vous dire ça, pour vous dire que la question du Covid, elle montre que c'est pas si simple d'appliquer un certain programme, parce que ce programme n'est pas forcément adapté aux réalités du terrain, mais qu'il y a, et on voit bien, et c'est pas que la question de Blanquer, hein, c'est une technostructure de l'éducation nationale et un relatif consensus au sein de plusieurs grands partis de gouvernement, hein, voilà, au sein des élites qui nous gouvernent. On va les qualifier plus. On est prêt à passer en force quand même si, je pense par exemple aux affectations d'enseignants, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, même si ça se passe mal, même si on se retrouve avec des gens qui sont affectés n'importe où, qui vont être démotivés par ces nouvelles règles qui ont été mises en place, eh bien, c'est pas si grave, hein. Je crois qu'il y a aussi une volonté de continuer à passer en force. Voilà. Merci beaucoup. Bon, aussi, c'est pas réjouissant, surtout quand on voit les conséquences du New Public Management dans les autres services publics en réseau 20 ans plus tard. Il y a Ouais. quelques exemples qui arrivent même au procès au bout d'un moment. Je suis très admirative des gens qui sont toujours enseignants. Merci. Stéphane, donc ça va être à toi, Stéphane Bonnery, pour aborder un peu l'école et le rapport avec la famille, et puis aussi surtout le projet de société qui sont derrière ces réformes ou ces autres réformes possibles.
Merci Louise, merci à la Fondation Gabriel Péri. Effectivement, voilà, à la suite de mes collègues, ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder en quoi la crise sanitaire a été finalement un espace-temps dans lequel se sont révélées des logiques plus profondes, dans lequel le gouvernement a tenté de mettre en œuvre des logiques, des réformes qu'il avait déjà sous le coude, et que, comme Laurent Frécharin vient de le dire, il ne les a pas toutes appliquées. En même temps, il tente d'y revenir. Et ce que disait Gaël tout à l'heure de la volonté d'accroître l'enseignement en ligne, voilà, on va y revenir, mais il y revient. Voilà. Et donc, peut-être, effectivement, Louise vient de dire que certains aspects de ce que nous disons n'est pas réjouissant, mais effectivement, je crois que le projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre ne l'est pas. Et donc, ça vaut la peine de le regarder droit dans les yeux pour bien mesurer et éventuellement regarder des leviers pour essayer de dessiner d'autres possibles. Alors, quelles sont les logiques profondes que peut-être la crise a donné à mieux voir et pour quelles raisons? Eh bien, la crise sanitaire a accéléré la crise économique qui était déjà bien avancée. Et du coup, débloquer des moyens, quoi qu'il en coûte, comme ils ont dit, mais quoi qu'il en coûte, pourquoi faire, au fait? Pour maintenir à flot des entreprises, ce qui n'est pas évidemment critiquable parce qu'il faut bien que l'emploi perdure, etc. Mais maintenir coûte que coûte les sociétés avec actionnaires, etc., bon, on en discuterait autrement, parce que là, maintenir la bourse, ça a quand même été une priorité. Mais pendant ce temps-là, quels moyens financiers concrets ont été alloués au service public et à l'école en particulier? Cette question-là, Blanquer a tout fait pendant 1 an et demi pour la tenir à l'écart. Et ça interroge un peu le fonctionnement des médias, pas qu'il y ait eu un complot médiatique, mais les médias travaillent beaucoup avec des pigistes, avec des précaires qui sont là pour quelques mois, quelques semaines, et qui, n'étant pas formés, n'étant pas embauchés dans la durée pour suivre des dossiers, notamment l'éducation par exemple ou d'autres, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les dépêches qui viennent de sortir, et en fait, ils font des commentaires de ce qu'on leur a donné prêt à l'usage. Or, Blanquer a passé 1 an et demi à donner des échéances dans 8 semaines, dans 9 semaines, comme si on était limité à une réflexion, à un horizon à court terme. Or, quand même, on va croire, parce que vraiment, vu les âneries qu'on entend complotistes en ce moment, il faut être méfiant. Au demeurant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui calculent. Voilà. Il ne faut pas tomber dans le délire, mais il y a bien des gens qui calculent. On veut bien croire que le gouvernement a été surpris par l'arrivée de la pandémie. C'est-à-dire, bon, voilà, il fallait quand même être voilà, très, très visionnaire pour la voir arriver. Et par son ampleur aussi. Sauf que, au bout de quelques semaines, quand même, on avait les éléments pour penser que cette histoire-là avait des risques de durée. Pas de certitude, mais avait des risques de durée. Or, nous avons été quelques-uns à intervenir dans le débat public et à dire, mais enfin, pour dédoubler les classes, c'est arrivé à la fin de l'hiver. Bientôt, il y a les concours de recrutement d'enseignants. Pourquoi on n'ouvre pas des places? Parce que si ça dure, il va bien falloir dédoubler des classes, il va bien falloir trouver des locaux pour dédoubler des classes. Comment on fait des demi-jauges et compagnie? Et là, fermeture des écoutilles, rien à faire. Il s'agissait de réagir de 3 ou 4 semaines en 6 semaines. Et comme ça, on nous a fait arriver, aller au premier été, puis on a fait reprendre, et puis on a passé une année scolaire complète. Et là, on redémarre en nous disant, non, non, tout va bien, et si ça ne va pas, on continue à dire que tout va bien. Voilà. Moi, j'enseigne à Saint-Denis, on reprend en présentiel, quand même, la situation sanitaire autour, elle n'est pas bonne, quoi. Voilà. À la fac, il n'y a pas de test, donc il n'y aura pas de preuve que ça ne va pas. Voilà. Il n'y a pas de QR code, tout ça. Donc, il y a là une volonté de protéger le système économique tel qu'il fonctionne actuellement,
pour éviter de dépenser pour le service public et que c'est posé la question, est-ce que l'argent va à maintenir les profits des actionnaires ou au service public? Et pour empêcher ce débat-là, ces échéances à court terme nous ont conduit quand même à des choix assez drastiques et qui sont révélateurs du projet que les technocrates autour du ministère qui restent en place quand les ministres se succèdent, et Blanquer parmi eux, puisqu'il a été à leur place avant, le projet qu'ils poursuivent depuis des années, avec les réformes successives des rythmes scolaires qui visaient à réduire le temps d'école pour transférer des heures d'enseignement aux périscolaires, aux privés, aux familles, etc. Et pendant le confinement, rappelez-vous qu'à la fin il y a un an, à la fin de l'été, alors j'en parlais puisqu'on ne l'a pas cité au début dans ce numéro de la pensée qui est le numéro 402, l'un des projets de Blanquer, c'était le 2S2C, sport, santé, 2S, citoyenneté, culture. Je vais y arriver. Je ne l'ai pas dans l'ordre, mais je vais le carter dans le désordre. Et donc, finalement, si on dit trivialement ce que recouvre ce projet, qu'il a mis en sommeil, mais c'est le vieux projet du soi-disant école à l'allemande, école le matin, et privatisation l'après-midi, renvoi aux clubs sportifs, etc. C'est supprimer l'éducation physique et sportive du giron du service public, c'est supprimer l'éducation musicale, c'est supprimer l'éducation aux arts plastiques qui ont lieu à l'école. Bref, c'est tout ce qui est en dehors d'un strict minimum maths, français et un peu, peut-être encore d'histoire et encore, on va voir, et de sciences. Tout le reste, le renvoyer à l'espace privé, à la famille qui pourra, au paiement de cours en ligne, à la capacité des collectivités territoriales de faire à la place ou de faire autre chose. Et on a vu ce que ça a donné sur la réforme des rythmes scolaires en termes d'inégalité d'application selon les territoires, parce que toutes les ressources n'existent pas dans tous les territoires. Voilà. Et donc, ça, c'est le modèle. Finalement, je pense que bon, il y a des militants qui disent on veut supprimer le service public. En fait, je ne crois pas. Je pense que c'est une restriction du service public au minimal auquel doivent avoir droit ceux qui ne pourront pas se payer l'enseignement privé. En fait, c'est ce qui existe en Angleterre, par exemple, dans d'autres pays. On offre le minimal. Si vous voulez mieux, allez ailleurs. Si vous voulez plus, vous le payez en plus. Voilà. Ou vous vous débrouillez en tant que parent pour trouver les ressources. Ou vous vous adressez à votre mère, s'il en a les moyens. Bref, c'est débrouillez-vous. C'est une école à la carte. Et donc, le service public changerait de nature. Il ne serait plus là pour créer de la culture commune de haut niveau pour tous les citoyens, ce qui est quand même terrible, parce qu'il y a quand même les procès des attentats en ce moment. Et on a quand même, dans notre pays, des gens qui, dans l'école, qui avaient plus de moyens, qu'on n'a pas bien réussi à convaincre de l'utilité des références communes. Et donc, on va réduire les moyens pour transmettre des références communes. Ça relève quand même de l'irresponsabilité politique sur le long terme, quoi, quand même. Bon, voilà. Et donc, ça, réduire et finalement externaliser, parce que derrière, il y a tout un marché qui se développe avec des cours en ligne, avec la volonté de Blanquer de faire monter en puissance le CNED dans une logique de plus en plus grande de privatisation, avec le transfert aux collectivités territoriales qui vont être prises entre le marteau et l'enclume. Ah, mais oui, mais je ne veux pas faire à la place de l'école, mais en même temps, si l'école ne le fait plus, moi, les gamins sur mon territoire, je ne vais pas les laisser désœuvrer. On va revivre les mêmes tensions que pendant la réforme des rythmes scolaires, où j'aimerais pas être élu local, je vous le dis sincèrement, parce que c'est un vrai dilemme. Et donc, ça, là, c'est quelque chose qui se met en route. Ils n'y sont pas totalement arrivés. Blanquer a dû reculer sur le 2S2C pour l'instant, mais on voit bien qu'il réattaque sur l'éducation physique et sportive. On voit bien que sa proposition d'école pendant les vacances, c'est pas seulement de relever le niveau, relever le niveau des élèves pendant les vacances. Il y a autre chose derrière. Voilà. Et donc, il y a dans cette histoire quelque chose qui relève finalement non pas de la fin du service public, mais de la fin de la scolarité unique
avec des objectifs communs, ce qui n'est pas tout à fait pareil. J'ai des désaccords avec quelques collègues qui disent qu'ils ne veulent plus du service public. Je pense que c'est plus fin que ça, quoi. Voilà. Et là-dessus, il y a quelque chose qui, je crois, peut nous servir à être un peu plus optimiste, ou en tout cas, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, ou il n'y a pas que des mauvais scénarios qui se dessinent, c'est ce qui s'est passé avec les familles. Pendant le confinement, alors le livre « L'éducation au temps du coronavirus » comporte plusieurs chapitres de collègues que je n'ai pas le temps de tous citer, qui ont travaillé à l'école primaire, au collège, avec les familles, et moi-même j'ai fait des enquêtes, et tous nos chapitres recoupent d'autres enquêtes qui ont été faites par des collègues qui n'ont pas écrit dans le bouquin, des collègues des INSPE, de l'INED, enfin je n'ai pas le temps de citer tout le monde, mais il y a quand même une accumulation de résultats qui, même si on a bricolé méthodologiquement pour enquêter alors qu'on était confiné, au bout du compte, quand même, tout ça commence à faire un système comme résultat. Voilà, c'est intéressant. Donc, on a vu quand même que la tendance, y compris venant d'en haut du ministère, qui considère que les enseignants sont des diffuseurs de fiches, de connaissances, et qui ne doivent pas trop prendre en compte, finalement, les logiques de transmission-appropriation, la diversité sociale, comment on fait pour éviter les implicites, toutes ces questions-là, ben on a bien vu pendant le confinement qu'il ne suffisait pas de distribuer des fiches, quoi. Voilà. Toutes les familles ne sont pas à même de faire avec ça. Déjà, l'échec scolaire, les inégalités scolaires sont présentes dans l'école avec des enseignants formés, ce n'est pas toujours simple, il faut aussi le dire. Donc, quand on confie ça à la famille, avec des gens qui n'ont pas fait d'études longues, ou même qui en ont fait, mais que l'école a changé entre-temps, et dans certaines disciplines, tous les parents qui nous écoutent se reconnaîtront dans quelques exemples, c'est loin d'être toujours simple. Du coup, se sont posées de vraies questions, des questions intellectuelles, mais est-ce que c'est comme ça qu'on apprend? Est-ce que, et comment on fait, et quel est l'objectif de cette tâche? Et tiens, ils nous demandent de faire ça, mais pourquoi on le fait? Et comment les choses s'enchaînent? Et qu'est-ce qu'il faut apprendre quand on nous donne cette tâche à faire? Ça, c'est des défis intellectuels qui se posaient déjà dans l'école et qui sont amplifiés. Il y a aussi des défis dans ce transfert qui sont évidemment matériels et économiques. Combien de familles ont hurlé en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fiches à imprimer? On n'a pas d'imprimante à la maison. Comment on fait pour travailler sur un smartphone ?» Dans une famille populaire, il n'y a pas toujours d'ordi ou de tablette. Il y a des smartphones. Comment on fait pour lire une fiche, un tableau grand sur un smartphone? Est-ce que ça marche? Des profs qui donnaient des PDF à compléter. J'ai des exemples de parents qui m'ont raconté ça. Ils ont mis à contribution toute la famille éloignée, le cousin qui est ingénieur informatique, enfin, des trucs de fou, parce que le prof de technologie demandait à compléter un PDF. Et le papa qui s'y connaît un peu disait « Mais moi, un PDF, je croyais que c'était fait pour ne pas écrire dedans. » quoi. Voilà. Donc, quand même, il s'y connaît un tout petit peu. Et donc, toutes ces questions techniques de l'enseignement numérique sont venues s'ajouter aux problèmes économiques de l'étude à la maison, qui eux-mêmes sont venus s'ajouter à un problème pédagogique, c'est que enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Et on ne peut pas transférer ça aux familles. Sinon, c'est l'échec assuré dans beaucoup de familles, même dans des familles qui ne sont pas les moins scolarisées pour les parents. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que Blanquer a essayé d'étouffer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que des parents cadres qui n'avaient pas d'imprimante à la maison, parce que quand on passe la journée devant l'ordinateur, on n'a pas envie d'y passer la soirée, se sont trouvés embarqués dans la même situation que des parents ouvriers, caissières de supermarché, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où maintenant il faut imprimer du matériel pédagogique, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en sort et on n'y comprend rien ?» Il y a eu des convergences. Et ces convergences-là, elles n'ont pas forcément été contre les profs. Justement, ce que la période a montré, et je crois que c'est Pierre Perrier qui a fait une enquête avec ATD Carmonde qui est très intéressante et qui recoupe ce qu'on a vu quelques-uns d'entre nous, des familles très très populaires ont été étonnamment et agréablement surprises que l'institut prenne le téléphone ou le CPE du collège, genre, est-ce que tout va bien? Comment ça se passe les devoirs? Ah bon, mais du coup, il ne s'en fout pas de notre gamin à nous. Nous, on croyait qu'il était mal aimé parce que notre expérience de l'école, bon, elle a été compliquée. Et donc, inversement, des professeurs des écoles ou des profs de collège ou des CPE
qui avaient une vision de telle et telle famille, on ne les voit jamais, est-ce qu'ils s'intéressent à l'école, etc. Le fait de contacter pendant la pandémie par téléphone, texto, WhatsApp, je ne sais quoi, ont découvert que, ah mais oui, mais en fait, ils n'osaient pas. Et ses parents sont tout contents qu'on les contacte. Et là, il y a des convergences, il y a des synergies fragiles qui se sont dessinées. Et c'est quand ça a commencé à se voir que Blanquer a tenté de semer la zizanie avec les profs démissionnaires. Sans prendre en compte évidemment que peut-être des profs habitent dans des zones où ça connecte mal. Peut-être il y a des profs, ça existe, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison et que l'administration ne leur fournit pas. Donc, c'est justement parce que ces convergences se tissaient que Blanquer est intervenu objectivement pour semer la zizanie. Et là, finalement, je pense qu'il y a des fils à tirer sur à quoi sert l'école. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle école on veut pour former quel type d'adulte, quel gamin, sur quel modèle, pour quel type de société. Et je crois que là, on est au cœur du truc. Sauf que, alors je sais que ça va être un poil décourageant après ce que je viens de dire, Louise, mais cet été, nous avons été avec une collègue, Fabienne Montmassion-Michel, qui a participé au livre avec nous, auditionnés par une commission de l'Assemblée nationale. Et leur seule préoccupation, c'était comment on peut mieux faire l'enseignement à distance. Donc, évidemment, on a commencé par dire, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne question? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne question? Et donc, on est intervenu. J'ai dit, mais quand même, est-ce que s'il y a des nouveaux risques de confinement, parce qu'il ne faut pas rire de ça, hein, voilà, il y a des vrais risques sanitaires, on ne sait pas les rebonds qu'il peut y avoir, etc. Et voilà. S'il y a des nouveaux problèmes, est-ce que vraiment on ne peut pas envisager de recruter des professeurs des écoles, des professeurs du secondaire pour assurer des cours en demi-jauge parce que c'est la seule solution objectivement. Et donc ça veut dire qu'il faut s'y prendre un an avant. Peut-être qu'il n'y a pas le vivier pour assumer autant de recrutement qu'on le voudrait, mais commençons par recruter. Il y a des académies où il y a beaucoup de candidats de qualité qui sont laissés de côté. On peut aussi envisager des choses. Bon, il y a des choses à imaginer. Et une députée me répond que ça n'a pas de sens parce que le temps qu'on les recrute et qu'on les forme, la pandémie sera terminée. Sauf que dans la suite de son intervention, la solution qu'elle envisage, c'est d'améliorer la connexion informatique de tous les établissements. Ce qui, quand on connaît un peu le fonctionnement, fait doucement rire parce qu'un appel d'offres de cette ampleur, sa réalisation, sa mise en place prendra au moins 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, en fait, on a plus vite fait de recruter des profs. Ça va beaucoup plus vite. D'autant que nous qui sommes à l'université câblés depuis un moment, on peut témoigner qu'il ne suffit pas que l'université soit câblée. S'il n'y a pas les personnels suffisants pour faire l'entretien, ça ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà. Et ça, c'est aussi de la bonne gestion que d'y penser à l'avance. Ça ne marche pas tout seul, les machines. Voilà. Donc, je pense que là, on a une occasion, avec la crise, de prendre un carrefour. Soit les choses vont permettre à ceux qui veulent réorienter le service public vers un autre projet minimaliste, etc., d'avancer leur pion, soit on a l'occasion d'un débat public plus large sur, mais au fait, ça sert à quoi l'école? Et qu'est-ce qu'on veut pour notre pays en la matière? Est-ce qu'on n'a pas besoin de créer du commun entre nos gamins? Et j'ai dépassé de 4 minutes, désolé. Merci beaucoup Stéphane. Bon, on espère que ces enjeux vont être au cœur des campagnes, je pense plutôt aux législatives qui arrivent et que les différentes forces politiques vont saisir de ces questions et vont permettre des vrais débats qui sont de réels choix de société derrière et qu'on aurait le droit de débattre démocratiquement si on estime qu'on est encore dans une démocratie, s'ils veulent jouer le jeu de la démocratie. Alors, j'ai oublié de dire au public que si vous vouliez poser vos questions, vous pouvez les mettre dans l'espace Q&R, donc qui doit être en bas de votre écran. Voilà. En attendant donc, de voir s'il y a des premières questions qui arrivent, je vais déjà vous demander si vous avez envie de réagir à l'intervention de l'un ou de l'autre. Ça peut commencer par vous-même à poser des questions, si vous en avez. Ben, moi, je veux bien relancer Laurent sur le fait que vers la fin du premier confinement et le suivant, il y a eu pas mal de projets de loi pour systématiser le numérique à l'école, etc.
et comment donc tu l'as abordé par là-bas, mais c'était l'occasion d'y revenir. Comment tu vois ça? C'était en même temps, la même semaine, je crois, que le projet de loi de réforme des directeurs de l'école primaire. Est-ce qu'il y a une synergie tout ça, ou est-ce qu'on est paranoïaque de penser que quand même ils ont une petite idée derrière la tête? Une idée derrière la tête, certainement. Après, le problème, c'est que des projets, enfin, il y a il y a une espèce d'utopie aussi autour du numérique éducatif. Et depuis Allègre, en fait, c'est à partir de là, à la fois, je suis pas du tout dans un discours anti-technique ou non scientifique. Bien sûr que ça change les choses, mais voilà, ça, quand même, les choses dans le débat public. Ce qui est intéressant, c'est que dans le débat public et scientifique, on a avancé sur la compréhension du fait que le numérique était un atout, mais ne remplacerait pas un enseignement de qualité. Donc, je ne sais pas si c'est directement lié, mais je pense que, en fait, si on replace du point de vue du terrain, c'est dramatique à quel point leurs outils ne fonctionnent pas. Et c'est l'obsession du syndicat des chefs d'établissement, qui est majoritaire chez eux, là, le SNP2N-UNSA, c'est tous ces outils qui ne fonctionnent pas. Donc, on est quand même loin de la mise en œuvre réelle. Voilà, ça, je répondrai sur le côté très concret. J'abonde à ce que tu as dit sur le. Il ne s'agit pas de détruire le service public qui a une tradition très ancienne en France. Et je pense que même des gens comme Macron, qui sont très. C'est la mondialisation des idées, qui vont beaucoup aimer l'exemple américain ou quoi que ce soit, je pense qu'ils ont bien conscience que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres, mais ce qui d'ailleurs qui gêne un peu leurs objectifs pour casser tout le système, c'est le fait qu'une bonne partie de la bourgeoisie a ses enfants dans l'école publique. Il y a une ségrégation spatiale telle que si vous êtes à Versailles, le lycée Hoche, bah, vous avez envie qu'il y soit. Et vous n'avez pas envie que le lycée Hoche soit de même. Enfin, les grands établissements, et pas que les lycées, dès les écoles primaires en fait. L'école de Neuilly où il y avait un fou qui voulait, c'était une excellente école primaire. Et les parents de Neuilly, avec le maire Sarkozy à l'époque, voulaient surtout pas que ça devienne privé. Moi, après, j'habite dans le 19e arrondissement, et là, par contre, eh ben, il y a une telle polarisation que les parents des classes moyennes et classes supérieures vont de plus en plus dans le privé. Donc, ça va dépendre des territoires. Mais par contre, dans leur projet, là, ce qui est cohérent, c'est que s'ils réussissent à casser les affectations nationales, s'ils réussissent à casser l'idée que dans tout point du territoire français, on doit avoir un enseignant de qualité, motivé, etc. S'ils réussissent à casser ça, à mettre en place le marché scolaire, eh bien, on aura toujours des profs d'un très bon niveau dans les établissements bourgeois dont je parlais, et on aura le reste ailleurs. Donc, voilà, il y a pas de, je ne crois pas qu'il y a un rejet. Enfin, en fait, voilà, c'est tout le problème. Mais là-dessus, le côté un peu chaos qui vient du confinement, ce côté-là peut accentuer effectivement l'habitude que tout soit localisé, que tout fonctionne moyennement. Merci. Bon, donc soit vous écrivez lentement, soit vous n'avez pas trop de questions et tout le monde était un peu clair. Bah, moi, j'ai une question quand même, notamment à Gaëlle, c'est sur, enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir donner une réponse, mais une fois que les gens en charge des décisions, donc qu'ils soient dans le niveau des ministères, enfin, ou même dans les universités, une fois prennent connaissance de vos enquêtes, enfin, non, peut-être que vous ne savez pas comment ils réagissent, mais ils continuent à tenir exactement le même discours idéologique ou ça les fait quand même un peu bouger? Parce que là, c'est quand même expérimenté à échelle grandeur, enfin, une échelle vraiment grandeur nature. Et donc, je suis curieuse parce que c'est vrai qu'on entendait des choses depuis, je ne sais pas si c'est des décennies, enfin, en tout cas, un long moment. Et je me demande comment ceux qui défendent, enfin, les idéologues derrière ou ceux qui sont derrière, qui peuvent prendre des décisions, continuent à justifier le projet défendu de numéralisation totale et que finalement, bon, bah, qu'on ne soit pas face à un professeur, que ça soit fait en numérique, ça ne pose pas de problème et ça améliorerait l'éducation. Je pense qu'en fait, ce qui va être lu le plus, c'est ce qui fait sens pour eux. C'est-à-dire voilà, le blocage sur la fameuse fracture numérique, sur ce qui peut être interprété facilement dans leur grille de lecture aussi, parce que c'est des grilles de lecture individualisantes et du coup, inégalité, enfin, c'est la dimension collective qui je ne sais pas si elle n'est pas vue ou si elle est voilà, pas entendue ou je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a
la grille de lecture qui est appliquée par certains, elle est tellement individualisante que de toute façon, chaque inégalité, ils vont la traduire comme un truc de volonté et puis ils ont qu'à faire voilà, des efforts et quand on veut, on peut. Enfin, l'idéologie individualisante, elle est très très forte. Hein. Enfin, ça permet des lectures complètement décalées en fait de constats statistiques qu'on peut pourtant pas nier. Enfin, je pense que ça vient de ça, mais je ne sais pas si ça. C'est trop si. Bah, après, je pense que c'est trop compliqué, mais c'est toujours là. Non, mais ça rejoint ce que disait Stéphane sur l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, en plus, enfin, j'imagine que vous avez été entendu par des gens de bords différents. Il y en a quand même qui sont sensibles à des lectures un petit peu plus sociales, collectives des phénomènes et que, voilà, qui soient restés bloqués sur des aspects, enfin, voilà, des arguments du type de ceux qu'on vous a opposés, c'est quand même surprenant. Enfin, c'est même plus surprenant, je pense, à l'Assemblée nationale que dans nos instances dirigeantes universitaires qui sont quand même très, très voilà, orientées politiquement. Bon, en même temps, l'Assemblée, elle est ce qu'elle est. Hein. Elle a été élue comme ça. Bon, voilà. Mais il y avait manifestement il y a des thèmes qui semblent incongrus. Dire qu'augmenter de personnel peut aider à dédoubler les classes, on avait l'air, mais je sais pas, de parler de la préhistoire. Enfin, voilà. Voilà. Et qu'ils étaient tellement dans l'idéologie du numérique voilà, parce que bon, comme Gaël et d'autres collègues à l'université, il y a un moment qu'il y a des licences en ligne quand même, des masters en ligne, et tous les collègues qui les ont expérimentés. Alors moi, j'ai pas travaillé dedans, mais je suis dans un département qui l'a expérimenté assez tôt. Alors même que ces formations ont un recrutement en termes de niveau scolaire et social supérieur aux autres, voilà, nous, la licence en ligne, elle a un recrutement social et scolaire supérieur à notre licence en présentiel. Malgré ça, malgré le fait qu'il y a un taux d'encadrement supérieur, le taux de décrochage est plus grand. Et donc, les collègues qui s'en occupent ont très rapidement, il y a une dizaine d'années, recadré le truc en faisant venir les étudiants en présentiel, une fois de temps en temps, en regroupement. Donc, on sait bien que le distanciel, pour le distanciel, ça ne marche pas. Ça peut faciliter des choses à des gens qui ont des grands trajets, évidemment. Mais il y a besoin d'une relation pédagogique et on a vu pendant le confinement que c'était quand même pas pareil, quoi. Voilà. Alors, on a une question de Serge Volikov, que je salue. Est-ce que les expériences partagées durant la période ne créent pas des conditions de mobilisation associant diverses catégories, parents, enseignants, mais aussi étudiants sur des thèmes communs? Et lesquels, s'il y en a? Alors, je veux bien essayer de répondre. Je pense que le premier effet de la crise du Covid, ça a été de mettre les témoins sur les problèmes parce que ça a dérivé, enfin, toute l'attention était polarisée dessus et ça a coupé beaucoup de liens sociaux. Alors, ça n'a pas empêché quand même que si je me place du point de vue des syndicats enseignants, ils ont quand même ils ont quand même continué à fonctionner, ce qui n'était pas évident. Ils étaient un peu inquiets au début. Ils ont continué à fonctionner et ils ont gardé un lien, y compris par des visios. Enfin, il y a d'ailleurs des habitudes de travail de leur côté qui ont changé. Donc, il y a des choses qui ont perduré, mais clairement, on a bien vu, mobiliser les collègues dans cette période, mobiliser les parents, etc., c'est compliqué, c'est une vraie difficulté. Il y a eu une première grève en janvier, à l'appel de seulement certains syndicats, qui a un petit peu réussi, qui était honorable. C'était déjà ça, c'est la première grève pendant le Covid, mais on est loin du compte. Donc, alors après, à cela s'ajoutent les difficultés propres. C'est-à-dire, je pense que de ce point de vue-là, Blanquer, il y a vraiment un épuisement général. Alors, quand on regarde la FSU avait fait un sondage dont je m'étais occupé, c'était quand même, on a fait un sondage chez les enseignants et les parents d'élèves. Les parents d'élèves étaient à peu près à 50-50 sur Blanquer, hein, et notamment tout son discours martelé de « je vais tout faire pour garder l'école ouverte » lui a assuré le soutien d'une partie des parents. Donc, il ne faut pas croire que les parents sont unanimes et avec d'autres éléments d'enquête, on le voit. Il y a d'abord des soutiens sur ce type de politique et surtout qu'elle est bien présentée et beaucoup argumentée en public. Voilà. Donc, c'est pas gagné du côté des parents, de mon point de vue, et on a les difficultés
actuelle de mobilisation, en dehors même de la question du Covid. C'est-à-dire que l'alliance FCPE, syndicats enseignants, etc., elle n'est pas en très très bonne forme. Donc, elle existe encore sur certains documents. Mais voilà, je pense que je finirai, pour répondre brièvement, je finirai sur le fait que avec le 5 décembre 2019, au moment de la réforme des retraites, on a vu que la conflictualité enseignante n'était pas enterrée, qu'elle était toujours là et qu'il y avait toujours une possibilité de mobilisation du milieu. Et par extension, je pense que du côté des parents d'élèves aussi, je citais la FCPE, elle a encore des forces, il y a encore des mobilisations de parents d'élèves locales, etc. Donc il y a encore des possibilités de mouvement. Pareil pour les jeunes, sur les E3C, dans les lycées, notamment, c'était des épreuves communes, ça a disparu, on a vu des mobilisations assez fortes de lycéens qui n'ont pas trop été relayées. La réforme du lycée de Blanquer, par exemple, après, ça a été complètement occulté par l'actualité Covid, mais on était sur une pente ascendante des luttes sur la question du bac, sur la question de la réforme du lycée, etc. La mayonnaise n'avait pas pris au moment où le Covid est arrivé, elle était en train de prendre, mais quelque chose qui manquait. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Pour la réforme des retraites, j'ai un peu plus de recul parce que le confinement est arrivé alors que le mouvement était vraiment en pente déclinante. Donc, il est clair que sur la réforme des retraites, on a vu à la fois, j'étais dans l'élément positif, une très forte mobilisation le 5 décembre qui a remis les enseignants au cœur du jeu social. Et puis après, tout de suite, très vite, une décrue très forte, où seuls les grévistes habituels, les grévistes, ce que j'appelle les grévistes réguliers, se sont mobilisés. Et donc, on voit bien que là, on est dans un moment où la conflictualité, notamment enseignante, mais pas que, est moins structurée. Il y a moins d'habitude de lutte, mais il y a moins cette culture de lutte, y compris dans les REP. C'est très frappant dans l'éducation prioritaire, qui est pendant très longtemps un bastion des luttes, pas seulement enseignantes, mais enseignants, parents d'élèves, élèves. Je ne dis pas qu'il n'existe plus rien, mais je dis que c'est un des lieux, par exemple, où ils ont avancé dans l'individualisation des problèmes, où ils ont utilisé les primes, ils ont utilisé un certain nombre d'avantages pour finalement qu'un certain nombre d'enseignants soient intéressés par ça. Et il y a une individualisation des carrières qui a été testée dans l'éducation prioritaire, qui n'est pas un échec. C'est pas une réussite complète. C'est pour ça que je n'aime pas les discours globalisants, tout est foutu. Non, on n'est pas dans cette situation, mais il faut voir en même temps ce qui recule, de mon point de vue, d'acteur engagé. C'est clair qu'on voit dans l'éducation prioritaire, par exemple, il y a moins de mobilisation dans les quartiers populaires autour des questions de l'école. Donc, il y a des choses à reconstruire. Il y a des modèles qui fonctionnent moins qu'avant. Et la crise du Covid, d'un côté, elle a peut-être bloqué des mobilisations qui montaient, je pense au lycée, mais elle a aussi été bien utile parce que sur la réforme des retraites, qui est abandonnée, évidemment, alors moi c'est ce que je ne cesse de dire, je pense que le syndicat devrait plus valoriser cette victoire. Ce n'était pas la question de ce Serge, mais j'y réponds. Évidemment, cette réforme des retraites, elle n'aurait pas été annulée s'il n'y avait pas eu le Covid. Elle serait passée de manière bancale. Mais d'un autre côté, on le voit avec la réforme notamment de l'assurance chômage, s'il n'y avait pas eu une telle mobilisation avant le Covid, eh bien, cette réforme serait passée. Et elle était à moitié adoptée par le Parlement. Voilà, donc on est dans une période en termes de conflictualité assez complexe. Moi, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. On peut, et c'est pour ça que moi, il me semble que mon discours n'est pas que pessimiste. On est dans un vrai affrontement. Il y a un bulldozer en face, mais il y a aussi des contradictions internes auxquelles ce bulldozer se heurte et des mobilisations. Sauf si Gaël veut se lancer, je veux bien dire un mot. Sur cette question, effectivement, des luttes, c'est effectivement, je crois, une situation pleine de contradictions, assez ambivalente, parce que Laurent en a dit un mot, mais en tout cas pour les enseignants-chercheurs, il faut rappeler que nous étions en lutte contre les réformes de la recherche, dans un mouvement qui a pris des formes, je crois, jamais vues jusque-là, de grève des revues de recherche. Je crois pas que ça avait eu lieu, en tout cas pas dans cette ampleur. Peut-être pas et certainement pas de la même ampleur dans toutes les disciplines scientifiques, voilà, avec des irrégularités. Mais c'est finalement le confinement qui a interrompu la lutte, qui, de semaine en semaine, rassemblait de plus en plus d'enseignants-chercheurs et d'étudiants. Ça allait crescendo. Là, il est vrai que le confinement a tout stoppé, mais la colère est toujours là. Les réformes font toujours autant de mal à l'université. Et
parmi les éléments qui freinent, je crois que à une dégradation vraiment importante des conditions d'enseignement de façon structurelle, le confinement a créé beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, parce que peut-être que c'est tellement évident pour nous qu'il nous faut quand même rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop, que dans les cours magistraux, on a une interaction visuelle et verbale avec les étudiants, et donc on repère les choses qui passent plus ou moins. Là, quand on passait des journées entières à faire cours devant des écrans noirs, parce qu'à Saint-Denis, mes étudiants me disaient souvent je ne veux pas mettre la caméra, je ne veux pas que les gens voient chez moi comment c'est. Ben oui, ils sont nombreux dans peu de place. Donc moi, j'ai passé des journées face à des écrans noirs. Comment on sait si ça suit en face? La qualité, elle est moins bonne. Et donc, il y a beaucoup de fatigue. Il fallait revenir avec beaucoup d'interactions individuelles avec les étudiants, des rendez-vous en visio individuels, beaucoup de mails. Donc, il y a quand même beaucoup de fatigue chez les collègues qui sont un élément qui freine. Et en même temps, il y a beaucoup de colère. Voilà. Donc, il est bien malin qui sait où ça va atterrir. Dans les données du problème, peut-être pour compléter, je ne sais pas s'il sera d'accord, ce que disait Laurent, il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu une très, très grande vague assez rapide en 10-12 ans de départ à la retraite dans le monde enseignant. Et parmi ces départs à la retraite, il y a une grande génération de cadres syndicaux et politiques des plus expérimentés. Et donc, je crois qu'on a vu, y compris dans les formes de mouvement, parce qu'il y avait des facs occupés, etc., des formes de lutte de gens qui, je crois, sont moins expérimentés, ont moins l'habitude d'un mouvement social dans la durée et qui très vite voulaient tout bloquer à un petit groupe de décidés, avec beaucoup d'énergie et de bonne volonté, parfois un peu de mépris pour la masse des étudiants, mais avec l'idée qu'il fallait être très dur, très vite pour gagner, et si on ne gagnait pas vite, c'est qu'on ne gagnerait jamais. Et c'était un peu tout ou rien. Et je pense que ça a été assez nocif, parce que dans une université aussi populaire que celle où j'enseigne, la masse des étudiants avait besoin de plus de temps, de discussion pour comprendre, pour s'approprier les choses, et que peut-être qu'on est dans une phase du mouvement social où c'est peut-être pas on avance ou on recule, mais on se renouvelle pour refaire des expériences et se reconstruire pour savoir comment faire. Et je crois que là, il y a quand même des éléments que j'évoquais tout à l'heure, qui, même si les choses sont pleines de contradictions, des gens qui soutenaient, comme le dit Laurent, Blanquer, sous l'aspect il faut garder l'école ouverte, etc., il y a quand même des convergences objectives qu'on n'avait pas vues depuis un moment, entre les fractions les plus populaires, des fractions du salariat intellectuel sur le fait de garder une école de qualité parce qu'on ne va quand même pas payer et faire 30 bornes le matin pour que nos enfants aient droit à une éducation décente. Il y a des choses qui sont beaucoup plus lisibles qu'il y a 10 ans. Et peut-être que si les militants savent s'en emparer, il y a là des leviers pour finalement créer du commun, là où les autres en face essaient de semer de la division. Donc après, ça dépendra comment chaque camp joue ses cartes aussi. Voilà. Merci. Peut-être pour Laurent, vous aviez évoqué, ça peut être intéressant, vos développements là, sur les ce que vous vouliez dire sur les directeurs, et puis est-ce qu'il y a une évolution sociologique un peu des gens qui exercent ces fonctions? Alors en fait, moi je trouve qu'il y a une grande stabilité de la problématique. C'est vraiment, c'est une question qui est à l'agenda depuis très longtemps. Moi j'ai regardé les archives du ministère je suis tombé dessus sur des dossiers sur cette question dans les années 2000 par exemple, quand Jack Lang, Jack Lang était ministre de l'Éducation nationale après Allègre. Et en fait, c'est une question très ancienne, les directeurs. Est-ce que les directeurs d'école doivent avoir un rôle supérieur à leurs adjoints? Est-ce qu'ils doivent avoir un vrai rôle de vrai chef? Et donc, ce qui est frappant, c'est que donc, cette question qui est à l'agenda depuis longtemps, la thématique dès les années 2000 est la même. C'est-à-dire qu'on sait très bien du point de vue de l'administration qu'on ne peut pas, de leur point de vue, ils ne vont pas transformer les directeurs d'école en chefs d'établissement sous modèle du second degré, même si c'est le rêve des directeurs d'école, qu'on peut comprendre. Ils nous disent tous, mais il y a plus de personnel, etc. Ce sera des regroupements d'écoles. Et donc ça, ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit, y compris avec les archives, etc., on voit que, alors je suis même allé plus loin, je suis remonté dans les fins des années 70, donc sous Giscard d'Estaing, une note de quelqu'un du chef de l'administration de l'éducation nationale qui explique l'intérêt de transformer les directeurs d'école en des vrais chefs, et un des intérêts, c'est d'éviter la grève.
de limiter les grèves, parce que, il faut le savoir, les directeurs d'école sont plus syndiqués que la moyenne. Alors, à l'époque, ils étaient tous, le syndicalisme était bien plus fort qu'aujourd'hui dans le premier degré. Enfin, bref, ils ont un rôle central dans le dispositif syndical, ils font passer les informations, ils sont un élément de stabilité, de permanence, qui n'est pas du côté de l'administration. Donc, si elle pouvait le transformer en manager de proximité à ses ordres, ce serait vraiment un rêve remarquable. Donc voilà, sans être long, donc ça fait très longtemps qu'il y a à la fois des arrière-pensées, que les termes du débat sont posés, qu'un certain nombre de syndicats minoritaires, l'UNSA Éducation et le SGEN CFDT, se sont positionnés en faveur d'un statut des directeurs qui serait donc supérieur à celui des adjoints, mais où en même temps, ces mêmes syndicats, et c'est la même chose que pour le plan local d'évaluation dont je parlais tout à l'heure, ces mêmes syndicats le font ils ménagent, enfin, ils ne disent pas non plus aux adjoints, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez sous la tutelle hiérarchique de votre directeur d'école, surtout que l'école moyenne, c'est 5-6 collègues, hein, donc c'est vraiment, ça va être cloche-merde. Hein. je ne veux pas être dans la salle des maîtres quand on aura, enfin, s'il y en a un qui a beaucoup plus d'autorité sur les autres. Donc, il ne disait pas ça, il disait, pour régler l'ambivalence de cette situation, qui est une ambivalence objective, d'être à la fois le responsable hiérarchique, tout en étant le collègue, enfin, c'est une situation c'est un métier qui n'est pas simple, directeur d'école, c'est une évidence. Donc, pour régler, on vous donne un statut, mais c'est pas non plus un statut hiérarchique. Enfin, ils étaient dans... Et donc, Blanquer, on le voit, il a avancé sur cette question. Avant la crise du Covid, il a proposé justement ce qui était l'évidence de mon point de vue, c'est-à-dire que ce soit le principal du collège qui gère la question avec une personne du premier degré associée. Les directeurs d'école et les adjoints se sont rendus compte qu'ils allaient se retrouver sous la coupe du second degré, se sont mobilisés fortement. Ils ont fait le seul article de la loi Blanquer, l'école de la confiance, qui a été retiré lors de son vote, c'est l'article en question. Donc, Blanquer sait qu'il n'a pas un soutien simple. Il a fait faire un sondage pour savoir si les directeurs d'école étaient pour avoir une relation de hiérarchique avec leurs adjoints. Il s'est retrouvé avec 10% des directeurs d'école le revendiquant. Il faut le dire, la vérité entre nous, c'est que tout le monde a été surpris. Même au SNUIPP, personne ne s'attendait à ce que le chiffre soit aussi faible. Et pourtant, il continue, en passant par la députée Riac. Enfin bon, il continue. Et là, Macron, on voit que ce n'est pas simplement l'obsession de Blanquer, c'est bien au plus haut niveau, Macron qui lance sa campagne électorale là-dessus, sur la question du recrutement. C'est histoire d'envoyer un signe politique à la droite, c'est évident, mais c'est aussi parce que finalement, avec cet effet un peu étouffoir de la crise du Covid, eh bien, les directeurs d'école, ils ont été tellement occupés à changer de protocole toutes les 2 semaines, à gérer les contingences, ils sont tellement pris par les urgences, et là, ça a été massif, ils ont combien de fois il y a eu des changements, etc. l'année dernière, que la discussion de fond sur cette question qui est essentielle, elle est beaucoup moins forte. Voilà, donc il est possible qu'ils réussissent à profiter de ça, qu'il y ait une espèce d'écran de fumée où on parle de ça. C'est possible. Ou alors, l'autre possibilité, parce que rien n'est joué, c'est que finalement, Macron, en révélant qu'il ne s'agissait pas de s'arrêter à quelques ajouts d'autorité au directeur, mais qu'il voulait bien transformer les directeurs seulement, et en fait, une partie seulement d'entre eux en super manager, que tous les autres allaient y perdre, en fait, parce que tous les autres vont se retrouver sous la hiérarchie de leurs collègues. Donc, en montrant réellement jusqu'où ils veulent aller, quel est leur projet, il met en difficulté les 2 syndicats que j'ai cités qui souhaitaient ce statut des directeurs parce qu'il les met face à la réalité. Voilà, que vous mettez une question à l'agenda et le seul résultat concret que vous allez avoir, ce n'est pas un progrès pour tous les directeurs des 45 000 écoles en France, c'est seulement quelques-uns d'entre eux qui en profiteront. Ça, c'est un point très important. Et donc, voilà, peut-être que Macron, en dévoilant un peu trop les choses, hein, parce qu'il a ce côté impétueux, un peu arrogant, il va provoquer une réaction, y compris chez les adjoints, parce que je finirai là-dessus, là je suis un petit peu long dans ma réponse, mais sur les luttes sociales, c'est ça qui est ambivalent. Moi, j'ai dirigé une grande enquête qui s'appelle Militance, où on a fait un questionnaire avec un échantillon scientifique fourni par l'ADEPE. Et dans ce questionnaire, on demandait donc ce que les adjoints, ce que les enseignants pensaient. Et finalement, sur la question du statut, des directeurs d'école. Les adjoints étaient hostiles à ça, mais une partie d'entre eux ne répondait pas ou adoptait la réponse neutre. Autrement dit, une partie des adjoints n'était pas tellement préoccupée par cette question, qui pourtant, je le dis, est dans l'air depuis très longtemps.
Et là, Macron, en mettant trop l'accent sur cette chose, en montrant jusqu'où ça peut aller, il peut provoquer une réaction chez les adjoints. Ils peuvent se dire, oula, ça devient inquiétant là, c'est pas simplement des petites mesures cosmétiques. Parce qu'il y a vraiment, et j'essaierai de conclure là-dessus, quand on étudie ces politiques publiques et les mobilisations syndicales pour les contrer ou pour les amender, il faut vraiment se dire que quelquefois, quand le discours syndical est trop global, trop généralisant et explique voilà c'est foutu ou c'est la catastrophe, et que si vous avez des syndicalistes qui expliquent c'est la catastrophe tous les 6 mois, eh bien si on vient sur le collecte de terrain, il peut se dire bon ils ont quand même dit ça la dernière fois ou la fois d'avant, puis finalement ça s'est noyé dans le sable, ou c'est peut-être qu'une mesurette annoncée à la télé, mais ça va rien changer dans ma vie quotidienne. Donc il y a aussi besoin de crédibilité dans le discours syndical, à la fois de ne pas surréagir et en même temps justement, ben là, de profiter quand c'est vraiment dit officiellement et avec beaucoup de bruit et de fureur par le président, d'en profiter pour essayer de mobiliser. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Gaëlle, un petit mot de conclusion, si vous en avez envie, c'est pas facile, peut-être d'espoir. Oui, on va le dire comme ça, simplement, d'espoir conscient, c'est-à-dire vu ce qui est arrivé effectivement à l'hôpital public avec la mise en œuvre du public management. On peut se dire que maintenant on sait ce qui se passe et peut-être que là, il y a quelque chose qui peut se passer parce que là aussi, dans ce domaine professionnel-là, il y a aussi pas mal de colère. Donc, à voir si on arrive à en faire quelque chose. Merci beaucoup. Stéphane? Oui, et puis, y compris en termes de recherche, je crois que finalement, comme pour les citoyens, cette situation dramatique a aussi aidé à mieux voir les choses. Et puis là, il y a des fils à suivre dans la durée pour voir ce qui va se mettre en place, ce qui va faire l'objet de crocs en jambe de la part des acteurs, ce qui va dessiner d'autres possibles. Et du coup, ben, voilà, regarder dans la durée l'évolution des politiques éducatives, des alternatives possibles et des pratiques de terrain qui sont quand même tramées par ces conditions un peu plus larges. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. La vidéo sera disponible dans quelques jours, donc comme je vous l'ai dit, sur la chaîne YouTube de la Fondation et donc après sur les sites aussi de Silo et de la Fondation. Et j'espère que vous la partagerez parce que vraiment merci pour la clarté de vos propos. Et donc c'est ça l'avantage, c'est qu'après ça peut être diffusé et les vidéos peuvent avoir une seconde vie. Et voilà, et bon courage pour l'année à venir. Et j'espère que la majorité des gens seront de votre côté pour défendre l'école publique dans son ensemble et le merveilleux travail fait par tous ceux qui la font vivre. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.